Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Chaque année, en Belgique, environ 8000 personnes transitent par un centre fermé quelques jours ou quelques mois. Des personnes détenues parce qu'elles n'ont pas de papier, détenues parce que leur demande d'asile a été rejetée, détenues parce qu'elles ont reçu un ordre de quitter le territoire alors qu'elles vivaient parfois en Belgique depuis 5, 10, 15 ans. C'est en 1988, il y a 35 ans, que le premier centre fermé a vu le jour en Belgique. Retour dans notre émission ce soir sur l'histoire de ces centres fermés et la vision politique qu'il y a derrière. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Et pour en discuter, nous accueillons en studio Mako Meo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice générale à la CHEPAC, Présence et Action culturelle, un mouvement écosocialiste qui veut agir par la culture. Et vous organisez en ce moment dans vos bureaux à Bruxelles une exposition intitulée 30 ans des centres fermés en Belgique. Il n'y a rien à fêter. On expliquera pourquoi tout à l'heure on parle de 30 ans des centres fermés alors qu'en fait il en existe déjà depuis 35 ans. Et alors à vos côtés en studio, Sotieta Ngo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CIRE, Coordination et Initiative pour réfugiés et étrangers. Alors, je disais, Sotieta Ngo, en fait, la première loi qui régit les centres fermés, elle date en fait de 1993, mais le premier centre fermé, il avait déjà ouvert 5 ans avant, en 1988. Qu'est-ce qui explique qu'à ce moment-là, on décide de créer ces centres ? Dans les années 80, il faut se remémorer le temps et l'apprendre aux plus jeunes. Les années 80 ont été une décennie vraiment de tournant en matière de migration. Et donc, il y a eu la fameuse loi, la base de la loi concernant les personnes étrangères. C'est une loi qui date de 1980. Il y a eu aussi, et donc avec des critères parfois, des précisions apportées dans cette loi. Mais le pendant, c'est aussi la détention et les restrictions apportées en matière de migration. Et donc pourquoi penser et mettre en place un dispositif qui prive de liberté des personnes étrangères en dehors de toute infraction, hein. C'est juste une détention comme en prison, c'est une détention pénitentiaire, mais pour des raisons administratives. Pourquoi ? Mais c'est avec une conviction profonde et la volonté d'essayer de faire croire aussi que détenir les personnes, ça va changer les migrations, ça va donner un symbole. On entend des arguments comme l'appel d'air, et voilà, 35 ans plus tard, on en entend encore parler, et donc on peut se questionner sur la motivation qui a conduit à l'ouverture du premier centre, et puis 35 ans après, où on en est. Quel bilan on tire ? Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Il n'y a aucun bilan qui est fait de cette politique qui est, à mes yeux, aux yeux du CIRE et de ses membres et partenaires, une politique coûteuse, indigne et inefficace. Oui, Mako Meo, je vous fais réagir en disant peut-être que, est-ce que vous avez l'impression, vous, que le fait d'avoir créé ces centres fermés, ces centres de détention, ça a aussi instillé l'idée dans la population que migration et criminalité, c'était lié ? Absolument, puisque comme le disait Sotiega, avant 1980, ça ne se passait pas comme ça. En fait, la question des travailleurs étrangers était à charge du ministère du Travail. Autrement dit, les travailleurs étaient ici vraiment les bienvenus. Pour parler de mon cas personnel, puisque je suis issue de l'immigration italienne, quand les immigrés italiens sont arrivés en Belgique, ils avaient, eux, contrairement aux personnes en situation de déplacement, d'exil aujourd'hui, ils avaient, eux, obligation de rester sur le territoire. S'ils quittaient le territoire pendant les 5 années où ils signaient leur contrat, ils avaient interdiction de revenir en Belgique, quoi. Donc vraiment, idéologiquement, il y a eu un basculement, clairement. Un vrai basculement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est dans une situation où on a entre 500 et 600 places en centre fermé. Et l'idée, c'est qu'on continue de les développer, puisqu'on vise presque 1200 places. Hein, c'est ça ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est déjà, vous l'avez indiqué, près de 8000 personnes qui transitent dans ces centres fermés pour entre 5 et 600 places. Mais les ambitions de ce gouvernement et de ceux qui l'ont précédé sont de quasiment doubler cette capacité. Il faut quand même savoir que... Donc, c'est qui est enfermé ? Vous avez parlé des personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire, hein, les personnes qu'on qualifie de sans-papiers. Mais il y a aussi des personnes qui essayent de passer par le territoire, d'entrer, parfois avec un document de séjour valable. Et on pense aux affaires récentes de Junior Wasso ou de William Ziti, qui ont fait l'objet d'une condamnation par la justice à l'égard de cette pratique. Et donc, c'est vraiment... on veut pousser cette symbolique pour donner le signal
aux personnes étrangères, mais aussi aux citoyens que on contrôle cette situation de migration, et pourtant il n'en est rien. Alors 1200 places, aujourd'hui 5 à 600 places, c'est énorme, c'est beaucoup trop, parce que c'est autant de vies qui sont visées, avec des conséquences réelles sur la santé physique, la santé mentale, sur le désespoir, mais en fait, à l'échelle du nombre de personnes étrangères en situation irrégulière en Belgique, c'est insignifiant. Si l'outil était pensé comme un outil efficace pour essayer de mettre un terme au phénomène des sans-papiers en Belgique, eh bien quel mauvais outil, parce qu'une étude récente a montré qu'il y a plus de 100 000 personnes sans-papiers en Belgique. Apparemment, on est autour de 140 000. C'est évidemment très difficile à estimer, puisque c'est une vie dans la clandestinité. Donc 1200 places, si ce n'est par la violence et le symbole, donner un signal aux personnes qu'elles ne peuvent rien espérer et que l'indignité sera jusqu'au bout de leur parcours si possible, c'est interpellant. Oui, et en plus, si on est vraiment purement pragmatique, ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce qu'on estime que le coût moyen par jour de détention par personne dans un centre fermé, c'est 146 €. Et là, tout le plan, le master plan pour redévelopper les nouveaux centres fermés, on parle de 100 millions d'euros. Donc c'est énorme. C'est énorme. Quand je parle d'une politique inefficace, n'importe quel autre portefeuille ministériel qui serait aussi inefficace et aussi coûteux serait mis sur la sellette. Aujourd'hui, il faut savoir que d'année en année, de législature en législature, le budget de la politique de détention et d'éloignement, il est exorbitant, il augmente chaque année pour pas plus d'efficacité et par contre beaucoup de conséquences néfastes. 146 €, c'est une estimation basse par jour de détention pour une personne, juste pour donner une échelle de grandeur, le coût d'un accueil d'une personne par jour et par personne, il est entre 40 et 80 € par jour. Et si, puisqu'on en est à aussi s'intéresser en cette situation au montant des aides sociales, on est largement dans une politique qui est extrêmement coûteuse, de nouveau, pour pas de résultat. Juste pour le symbole, quoi, comme vous le disiez. Alors, je vous propose, parce que vous disiez qu'il y avait différents types de profils, effectivement, dans les centres fermés, et notamment des personnes qui ont des visas, mais où on estime que ce n'est pas en règle, ou en tout cas, on ne veut pas les accueillir, on ne les laisse pas passer. C'est le cas de Liliane. Son témoignage a été recueilli par le collectif Getting the Voice Out, donc qui donne la parole à ces personnes qui sont détenues en centre fermé. On va écouter Liliane et je vous ferai réagir juste après. En ce qui concerne les centres fermés, je voudrais dire que c'est une totale abomination. C'est l'endroit où on m'a emmené, donc ici, c'est le centre caricole de Zaventem. C'est une totale abomination, je disais, où les droits de l'homme sont bafoués. C'est une machine, en fait, un monstre qu'il faut détruire. Car l'homme, ici au centre, est transformé en un animal qui a perdu sa liberté d'expression. Parce qu'on ne vous donne pas, depuis la police à l'aéroport, on ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer. Sinon, on vous traumatise, on est violent avec vous. Et non seulement l'homme perd sa libre expression, mais il perd aussi son droit à la liberté, qui est un droit fondamental pour tout être humain. Il est en prison, en Belgique, pour avoir demandé l'asile, ou une visite avec un visa, une visite dans le royaume de Belgique. C'est inacceptable. On n'est pas des criminels, les gens sont ici, il y a même des enfants ici, nous sommes avec leurs parents, nous ne sommes pas des criminels, les gens ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des terroristes, mais on les prend à l'aéroport et directement dans une prison. Et on se comporte avec ces gens comme des prisonniers. Tout est fait, vous n'avez pas votre téléphone, on vous retire votre téléphone, on vous donne un petit téléphone de rien du tout, alors que nous sommes à l'ère de l'informatique, de la technologie, de haute technologie. Vous ne pouvez pas être sur WhatsApp, vous ne pouvez pas communiquer avec vos familles, vous êtes en prison. C'est une prison. Caricole n'est pas un centre fermé, c'est une prison. Nous, étrangers, nous ne sommes pas bien accueillis. C'est un mauvais traitement qu'on nous accorde quand nous arrivons, alors que les étrangers, les Belges qui viennent dans nos pays, ils ne reçoivent pas le même traitement. On doit respecter l'être humain.
Alors, Macoméo, dans l'exposition que le PAC consacre aux 30 ans des centres fermés, on peut encore entendre toute une série de témoignages qui ont été récoltés par Getting the Voice Out. Entendre ce témoignage, c'est assez fort. C'est vraiment donner la parole à ceux qui sont à l'intérieur, qui vivent les choses de l'intérieur et qui disent, comme Liliane, mes droits sont bafoués, ici je suis en prison alors que je ne suis pas une criminelle. Mais oui, non seulement ils se retrouvent enfermés dans une prison administrative, mais ils le sont sans qu'il y ait un jugement, sans qu'il y ait une faute. Il y a juste une demande que l'État estime ne pas devoir agréer. Et le travail de Getting the Voice Out est justement de rendre visible hors des murs ces personnes qui se retrouvent dans des lieux qui connaissent la promiscuité, où l'accès à l'aide juridique est compliqué, l'accès aux soins de santé également, l'accès à l'extérieur, comme l'expliquait Liliane, est absolument compliqué, périlleux. Et donc, donner une voix à ces personnes, c'est déjà les sortir un petit peu de ces murs et permettre en tout cas aux citoyennes et citoyennes qui reçoivent ces paroles de prendre conscience que ça se passe en Belgique en 2023 aujourd'hui, qu'on enferme des gens sans raison, sans qu'ils aient commis le moindre crime, sans jugement. Ils ne savent pas jusque quand ils seront enfermés. Ils ne savent évidemment absolument rien de l'issue de cette détention et ils se retrouvent là. Et vraiment, ces captations téléphoniques que Getting the Voice a menées et qui sont présentes dans le dispositif que nous proposons donc jusqu'au 25 mai prochain, permettent en tout cas de prendre la mesure de la gravité d'une situation et d'une politique qui génère en fait ces personnes sans papier. Personne ne naît avec des papiers finalement. C'est un système qui leur octroie ou non la liberté d'exister en fait. Simplement la liberté d'exister. Et s'ils sont là, c'est même pas spécialement pour avoir choisi une vie meilleure, c'est parfois pour avoir choisi la vie. C'est effectivement. Et alors, dans cette exposition, on peut voir aussi des portraits, des photos, des dessins, des affiches. Comment l'art peut faire changer les choses, la culture peut faire changer les choses? Alors d'abord, comme je le disais, cette prise de conscience, elle est vraiment nécessaire, mais également une mise en débat, poser un regard critique en tout cas sur cette situation et construire peut-être ensemble, collectivement, ce souhait de transformer les choses et de faire en sorte que l'asile se fasse beaucoup plus dignement sur notre territoire d'une part, mais d'autre part, l'art, et notamment à travers les différents artistes qui ont construit cette exposition, je vais un petit peu les citer, l'illustrateur Titom nous a prêté ses dessins, ses affiches, et le collectif Krasny également, quelques planches notamment qui relatent l'histoire de Semira Adamou. Et surtout des résistances qui se sont organisées collectivement autour de ce qu'il s'est passé, pour ne pas qu'on oublie, mais aussi pour qu'on aille plus loin dans cette volonté. Et enfin, l'ASBL Village du Monde de Quem, qui est composé d'enfants. Et ces enfants-là incarnent vraiment... Voilà, un espoir, l'espoir en tout cas d'un monde meilleur, parce qu'en fait, ces enfants qui ont beaucoup travaillé sur la question des centres fermés, mais pas que, également autour malheureusement, témoin, je pense à Maouda, qui est décédé il y a 5 ans hier, eh bien, les enfants ont vraiment pris cette cause à cœur et ils ont produit aussi bien des dessins qui dénoncent cette politique que des maquettes, etc. Et ces enfants, en tout cas, permettent d'imaginer que demain, des graines seront plantées pour aller vers un mieux, pour aller vers quelque chose de plus juste, pour aller vers quelque chose de plus logique que ce qu'il n'est aujourd'hui. Société Ngo, ici on a eu le témoignage de Liliane, mais il y en a beaucoup d'autres où on voit beaucoup de violence et aussi très peu de transparence en fait sur ce qui se passe dans ces centres fermés. On sait très peu à quoi ça ressemble. Oui, effectivement. Donc, on est dans un système. Donc, il faut insister, et j'insiste sur un système pénitentiaire. C'est vraiment une prison pour étrangers. Donc, ça veut dire qu'il y a des barbelés, qu'il y a des grilles fermées, qu'il y a des heures de sortie dans une cour, qu'il y a des heures de visite, et que tout est compliqué. Donc, une privation de liberté dans notre droit, c'est vraiment une mesure radicale. Et donc,
Donc qui est concerné par cette situation? Notamment des personnes étrangères qui, lors d'un contrôle dans un bus, elles sont en fait sans papier, elles ont beau avoir payé leur transport, l'Office des étrangers est prévenu et du bus, elles sont transférées vers un commissariat, puis vers ce centre de détention administrative. Donc il faut imaginer le désespoir que ça crée, l'incompréhension et le désespoir. Les actes de désespoir sont très fréquents en centre fermé. Il y a des tentatives de suicide régulières parce que la privation de liberté, comme Mako le disait, sans perspective et dans l'ignorance totale de ce qui va se passer par la suite, c'est humainement violent, c'est choquant, ça brise des vies, clairement, et donc il faut être solide sur ses connaissances, sur ses capacités, sur les soutiens, si on arrive à entrer en contact avec ces soutiens, pour tenir le coup. Il faut savoir que rendre visite à une personne en centre fermé, en centre de détention, c'est pas facile. Le CIRE, avec plusieurs partenaires, a une coalition qui s'appelle MOVE, et MOVE a des visiteurs accrédités. Getting the Voice, qui a aussi conçu l'exposition, fait aussi des visites. Mais visiteur accrédité, ça veut dire qu'on a en principe le droit de rentrer régulièrement, et les visiteurs accrédités de MOVE vont chaque semaine dans l'ensemble des dispositifs de détention des personnes étrangères. Mais il faut savoir que ça ne se passe pas toujours bien. Donc les données, vous parliez de manque de transparence, on peut parler parfois d'opacité, parce que les données sont très manquante, lacunaire. On continue de ne pas avoir un rapport détaillé de l'Office des étrangers sur qui fait l'objet d'une détention, quels sont les actes de désespoir qui ont été commis, quelle a été la vie dans tel centre fermé ou tel autre centre fermé. Il faut savoir aussi que lorsqu'un visiteur a dans son rôle d'accompagnement et de soutien des personnes détenues, met en contact la personne avec un avocat et que l'avocat dissuade la personne d'obtempérer à une expulsion, parfois les relations avec le service social du centre fermé vont s'envenimer. Et donc tout d'un coup, le visiteur va avoir son travail, parce que ça reste un travail, il y a beaucoup de bénévoles qui le font, mais il y a aussi des travailleurs. Tout d'un coup, on va lui mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment une boîte noire. Et donc dans le passé, ça fait longtemps, mais malheureusement, les choses n'évoluent pas. On a sorti un rapport qui s'appelait « Ouvrons les yeux sur les centres fermés ». Parce que si la population n'ouvre pas les yeux sur cette réalité, c'est un blanc-seing qui est donné sur cette politique qui est violente, réellement. Mais on va donner la parole à Céline De Vos. Elle est membre donc de ce collectif Getting the Voice Out dont on parle depuis le début de l'émission. Et elle nous explique effectivement comment ce collectif essaie d'entrer en contact avec les personnes détenues en centre fermé. Bien sûr, c'est difficile d'avoir contact avec ces personnes et c'est fait exprès, quelque part. C'est une manière de les isoler encore plus et de les invisibiliser, parce que c'est vraiment des prisons qui sont parquées vraiment dans des zonings industriels aux abords des villes, et il y a très peu d'accès. C'est une prison, c'est visité seulement par les personnes qui sont proches, quand il y a une demande de visite qui est posée, mais sinon la seule possibilité de contact c'est seulement par un petit téléphone, donc il n'y a que la voix qui passe les murs. Faut savoir que les personnes qui sont détenues là n'ont pas la possibilité de garder leur smartphone, parce que tout comme en prison, il ne faut pas de caméra, sinon on verrait trop de choses qui se passent à l'intérieur. Ils cherchent bien à cacher ce qui s'y passe. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué en écoutant les témoignages, mais il y a une chose surtout, c'est la violence. La violence, elle est permanente dans ces centres. Oui, bien sûr, elle est permanente dans le centre. Parce que le simple fait d'être enfermé est une énorme violence. Ce sont des violences psychologiques, physiques, verbales, en permanence. C'est tous des témoignages de personnes qui ont été brutalisées pour rien et de traumatiser personnes et de casser des vies. Et pourquoi, en fait ? C'est vraiment une volonté criminelle de l'État belge et encore une fois une manière de montrer le racisme structurel vraiment imprégné dans la politique migratoire belge. Le message, c'est que voilà, il y a une manière de s'organiser collectivement, à dire non à ça et à créer des initiatives et à se mettre ensemble
pour faire des manifestations, pour créer des solidarités envers les personnes enfermées et envers les personnes pas encore enfermées, mais qui risquent l'enfermement parce qu'elles sont des personnes dites sans papier dans les villes, et de soutenir les autres collectifs de personnes qui s'engagent ici pour réclamer leurs droits, et de se mettre à leur côté et de les soutenir dans leur lutte à eux, comme par exemple justement avec le collectif VSP, mais tant d'autres aussi. Oui, parce que ce que vous demandez, ce n'est pas que les conditions de vie dans les centres fermés s'améliorent, c'est qu'il n'y ait plus de centres fermés. Bien sûr, et ça c'est hyper important. Le message, c'est non au centre fermé. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de dire d'amélioration des conditions de détention. On est vraiment contre ce discours-là, parce que c'est celui qui permet justement de diluer la responsabilité gouvernementale. Et voilà, il y a une manière d'étouffer le problème en communiquant qu'ils vont améliorer les conditions. Mais il ne s'agit pas d'améliorer les conditions, il suffit d'abolir la détention, c'est tout. Alors, Macoméo, on voit dans les mots de Céline Devos, il y a à la fois des mots très durs, elle parle de racisme d'État, de violence d'État, et en même temps de l'espoir en disant on peut résister, on peut faire des choses contre ça. Alors, oui, Céline, elle a raison, parce que les centres fermés, c'est quand même la manifestation, le symbole en tout cas de la politique la plus inutile, comme disait Sautier aussi tout à l'heure, mais aussi la plus inhumaine qui soit. Alors, s'organiser en tant qu'allié, l'objectif, c'est de faire respecter les droits fondamentaux des personnes qui y sont enfermées, c'est évident. Et devenir un allié, ce qui est intéressant, c'est que, notamment à la Voix des sans-papiers, ils s'organisent pour proposer des formations à destination des personnes qui souhaitent les renforcer, les soutenir dans leur démarche. Et, par exemple, la formation Y'en a marre, YAM, qui permet en tout cas à des personnes qui ont les bons papiers, c'est-à-dire nous, vous, de devenir des accompagnants, de sorte que quand une personne se retrouve dans une ville sans papier et pas encore enfermée, elle puisse introduire toutes les demandes, toutes les démarches nécessaires, accompagnée d'une personne qui, elle, est dans une position beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, et qui pourra l'aider à renforcer ses démarches, par exemple. Mais également, Céline a raison, il est vraiment nécessaire d'instaurer un rapport de force, un vrai rapport de force pour exiger à la fois des critères de régularisation plus clairs, une politique plus humaine d'accueil, etc. Et sans ce rapport de force, malheureusement, les choses ne bougeront pas des masses, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui une politique qui est teintée d'idéologie, où on sait que l'extrême droite prend de plus en plus de place, que ces discours populistes commencent à percoler, même dans cette période préélectorale, et qu'effectivement, ce rapport de force, ce sont les personnes qui risquent le moins, finalement, sinon... une amende administrative pour avoir manifesté ou fait une action dans l'espace public, ce sont ces personnes-là qui sont nantis des bons papiers, qui doivent l'organiser. Mmh. Oui, Société Ngo, c'est vrai qu'on parle de rapport de force. En 2018-2019, on a beaucoup parlé des unités familiales, donc c'était des centres fermés pour les familles qui étaient créés à Stenokerzeel. Alors on se souvient peut-être de ces images de maisons avec un petit jardin, un toboggan qui était au pied des pistes, en disant mais regardez, on a prévu quand même un extérieur, comme si voilà, le fait d'avoir prévu ça rendait les choses plus humaines. Là, il y a comme une mobilisation, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de citoyens qui ont manifesté contre ces unités familiales, et ça a quand même eu un effet. Alors oui et non, surtout non et oui. Donc effectivement, nous étions mobilisés avec de nombreux partenaires autour de la campagne « On n'enferme pas un enfant, point ». Parce que quand on parle d'améliorer les conditions de détention, effectivement, les autorités avaient mis le paquet, parce qu'ils savaient qu'enfermer des familles avec enfants, ça allait faire l'objet de toute une attention, et ça allait mobiliser probablement plus l'opinion publique. Et donc, au-delà des petits jardinets et des modules de jeu dans le jardin, ils avaient même, puisqu'on était au bout des pistes d'atterrissage des avions, ils avaient même collé des bâches avec des jolis décors de champs pour cacher la piste d'atterrissage. Donc c'est d'un cynisme incroyable. Alors il y a eu un effet, donc on a dû passer par des actions en justice aussi, pour essayer de convaincre les autorités de mettre un terme à cette détention des enfants
pour des raisons migratoires. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de familles avec enfants mineurs dans ces unités familiales. Il y a encore des enfants en centre fermé juste dans la période qui précède leur détention. Donc, et de manière générale, les familles avec enfants sont plutôt dans les unités de retour qui sont un dispositif un peu hybride. Donc, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Il y a une espèce de liberté de circulation, mais un membre de la famille doit toujours rester à l'intérieur. Donc, on en garde un pour essayer de convaincre les autres de ne pas aller trop loin. On en est là, mais surtout, ce qui est plus grave, c'est que notre gouvernement, le Vivaldi, a indiqué dans son accord de gouvernement qu'il n'enfermerait pas un enfant, point. Et on s'est réjouis, on était les premiers à s'en réjouir, mais aujourd'hui, on constate que ce principe n'est toujours pas ancré dans la loi. Donc ça veut dire que demain, une autorité de ce gouvernement ou un prochain gouvernement peut recommencer allègrement cette politique de détention des enfants. Donc, on espère, parce que la détention des enfants, ça appelle à d'autres valeurs encore, l'intérêt supérieur de l'enfant, et on sait à quel point, on a parlé de santé mentale, quand il s'agit d'enfants privés de liberté, là, c'est d'autres questions de santé mentale, c'est des adultes en devenir, et cette violence, elle est encore plus exacerbée. Donc, j'ai l'espoir, mais je suis d'un naturel optimiste et il faut l'être dans cette matière, j'ai l'espoir qu'à un moment, on aura vraiment une fin de cette possibilité de détenir des enfants mineurs pour des raisons migratoires. Mais je rejoins complètement Mako sur le fait qu'il va falloir changer de paradigme à un moment. Sur la détention, c'est qu'un des marqueurs de cette politique répressive, il va falloir changer de paradigme et que les autorités n'aient pas peur de changer de paradigme. Ne serait-ce que par pragmatisme, est-ce que cette politique de détention qui est coûteuse financièrement, coûteuse humainement et inefficace, est-ce que c'est le seul moyen de mener une politique, d'avoir une vision en termes de participation de tous les citoyens à notre projet de société? Tout axé sur une politique de détention et retour, ça a ses limites, on le voit aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, ces personnes, il y a une partie qui sont même enfermées, puis qui sont relâchées, qui sont relâchées et qui ne sont pas expulsées. Donc, on brise des vies, on coupe certains parents, par exemple, de leurs enfants qui eux, ont des papiers qui peuvent rester. Donc, on brise des vies et puis finalement, on libère quand même parce qu'on n'expulse pas tout le monde. Et puis, on fait quoi ? Le cas de William Ziti est vraiment éclairant. On a une étudiante étrangère qui a un visa et qui ne fait que transiter par le territoire belge. En fait, elle est en cours d'études, elle est même très avancée dans son cursus et elle veut rejoindre son pays d'études. Et par son transit, tout d'un coup, la police aux frontières se dit que ce visa qui a été délivré par les autorités belges, ne les convainc pas et que malgré tout, il y a quand même un petit souci. À quoi sert la détention de cette jeune fille ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça donne plus de sécurité aux citoyens ? Est-ce que ça garantit le respect des règles ? Non, les règles avaient été respectées. Il faut remettre en question ces politiques pour les interroger et essayer de trouver le chemin. Et donc, effectivement, des citoyens qui iront voir l'exposition et qui entendront cette émission, il faut absolument qu'ils s'informent, qu'ils sensibilisent autour d'eux. On n'est pas obligé de devenir expert de la détention ou du droit des étrangers, mais juste jouer son rôle de citoyen, c'est avoir conscience de cette politique et dire « je ne suis pas d'accord ». Et je demande qu'on réfléchisse à ces politiques inefficaces. Macoméo, donc juste un mot encore sur cette exposition, donc 30 ans des centres fermés en Belgique, il n'y a rien à fêter, donc je rappelle c'est jusqu'au 25 mai au PAC à Anderlecht. Il y a plusieurs activités qui sont prévues, vous pouvez peut-être nous citer quelques événements qui vont avoir lieu dans les prochains jours? Oui, bien sûr, donc lundi prochain, le 22 mai, nous proposons en matinée une rencontre autour de la question de l'impact psychologique de l'enfermement et de l'exil. Et nous rencontrerons à cette occasion Barbara Mourin de Sémaphore et Claire Bivort du CRESAM pour mener en tout cas cette réflexion autour de l'enfermement, quelles séquelles sur la santé. L'après-midi, nous proposerons un atelier d'écriture avec Milady Renoir sur la question du témoignage. Pourquoi on témoigne ? Par qui est porté ce témoignage ? Et l'idée, c'est de manœuvrer avec les mots pour justement politiser ce propos et rendre puissant ces mots.
Et en soirée, toujours le lundi 22 mai, justement, nous aborderons la question de l'enfance en exil à l'occasion d'une rencontre-projection avec, en tout cas en présence de Soleiman Lagdim, le délégué général aux droits de l'enfant, de la plateforme Mineurs en exil, du collectif des étudiants de NIF. Et le film qui sera projeté ce soir-là, c'est « Je n'aime plus la mer ». Voilà, c'est un film assez poignant qui démontre la réalité des enfants qui connaissent ce parcours et qui transitent par la Belgique, effectivement. Et enfin, en clôture de l'événement relatif à l'exposition 30 ans centre fermé. Donc le 25 mai. Le 25 mai, le jeudi 25 mai, là, c'est une rencontre avec le comité des femmes sans papier que nous proposons sur la question, effectivement, du genre et de l'exil, mais pas que. Aussi, toujours, encore, on questionne la puissance du témoignage et la nécessité d'organiser un rapport de force. Et cette rencontre, en tout cas, le prétexte à cette rencontre sera la projection du film La voix d'Henriette de Safia Kessas. Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a moyen de faire bouger quand même, de faire bouger les choses et de se mobiliser en tout cas. Merci beaucoup Makomeo, merci Société Ngo, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.